Très bien. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette introduction. Attends, je vais juste prendre ça. Pour cette introduction très, très, très émouvante et très touchante sur votre parcours et surtout sur votre implication. Donc, on m'a demandé de parler d'activité physique adaptée dans le cancer du sein. Et finalement, moi, je suis plus spécialisé en nutrition, donc c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre de se dire mais qu'est-ce que je viens faire là et pourquoi le nutritionniste doit parler d'activité physique adaptée. Pourquoi ? C'est qu'en fait, c'est vrai que moi, en tant que nutritionniste dans un centre de lutte contre le cancer, mon métier principal, c'est de m'occuper de personnes qui sont dénutries, donc qui ont perdu du poids. Mais en fait, on va voir après, on a une partie, donc un peu de cachexie, qui est un peu une réponse à l'agression. On va revoir un peu toutes ces définitions. Et puis vient très vite la notion de sarcopénie, qui est la fonte musculaire. Et on voit que là, c'est une réalité qui vient parfois se surajouter à la dénutrition. Donc on voit que ça complexifie un peu la prise en charge. Et puis, bien sûr, on a aussi dans le spectre des maladies nutritionnelles les problématiques de surpoids ou d'obésité qui peuvent là aussi venir se surajouter à cette fonte musculaire, cette sarcopénie ou à cette dénutrition, voilà, pour aboutir à ce qu'on appelle l'obésité sarcopénique, où c'est à la fois une personne qui est en situation d'obésité, donc qui a pris du poids, mais qui a perdu du muscle. Voilà, donc on va revoir un peu ces différentes situations. Et tout de suite, c'est là qu'on voit qu'en fait, la nutrition a un rôle, y compris dans l'activité physique adaptée, parce qu'en fait, il va falloir certes faire bouger les personnes, mais il faut les aider à refaire du muscle. Donc pour revenir sur ces différentes réalités, alors, voilà, là, c'est un peu revu les trois principales maladies de la dénutrition. Premièrement, la dénutrition, c'est quoi ? C'est juste quelqu'un dont les apports alimentaires ne couvrent pas les besoins, soit parce que les apports ont diminué. C'est typiquement les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, de l'anorexie mentale, où on va restreindre son alimentation. Soit les besoins qui augmentent, voilà, quelqu'un qui se met à faire plus d'activité physique, par exemple, si on ne compense pas avec l'alimentation, on peut aboutir à une dénutrition et à une perte de poids. Voilà. La dénutrition, finalement, c'est assez simple à gérer. Soit on augmente les apports, soit on diminue un peu le niveau d'activité physique, on diminue un peu les besoins, et la personne va reprendre du poids. À cela vient s'ajouter ce que j'ai appelé tout à l'heure la sarcopénie, qui est cette perte de masse musculaire, qui là est liée à plein de causes différentes. Déjà, il y a une petite sarcopénie qu'on pourrait dire physiologique. Avec l'âge, c'est normal, on perd un petit peu du muscle. Donc c'est important de continuer à bouger tout au long de la vie. Et en fait, on voit sur ces images-là, donc on voit la première image, c'est le muscle qui diminue. Et puis, au cours du cancer, on a à la fois une diminution de la quantité de muscle, mais là, c'est une coupe d'IRM. En fait, globalement, sur l'IRM, ce qui est en gris, c'est du muscle. Ce qui est en blanc, c'est de la matière grasse. Et en fait, si vous voyez bien, vous voyez que cette couche de matière grasse qui est en périphérie, en bord de bras, elle a augmenté de taille. Donc, on a une augmentation de la masse grasse. Mais surtout, cette masse grasse, elle vient infiltrer le muscle. Donc, en fait, on a un muscle qui devient moins fonctionnel, qui a plus de mal à se contracter. Voilà. C'est ce qu'on constate fréquemment au cours de la maladie. Donc c'est pour ça que il va falloir qu'on voit un peu faire du muscle, ok, mais faire aussi du bon muscle et voir comment on peut faire en sorte que la masse musculaire augmente sans trop augmenter cette fameuse masse grasse. Et puis il y a cette notion de cachexie. C'est un processus un peu complexe. Je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais globalement c'est l'organisme qui est agressé parce qu'il y a une maladie inflammatoire, notamment un cancer. Et en fait, il va répondre à cette agression par des modifications de son métabolisme, des modifications de l'expression des hormones, des choses comme ça. Et ça va aboutir à une perte de poids, une perte de muscle, et petit à petit, en fait, à une personne qui va être de plus en plus fatiguée. Et l'objectif, c'est d'agir finalement dès le début, dès le stade qu'on appelle de pré-cachexie, où là, en fait, on a juste une perte d'appétit. Ce qu'on appelle anorexie, ça veut juste dire une diminution de l'appétit. Après, il y a plein de causes à cette anorexie. Et puis que la personne perd très peu de poids, moins de 5% du poids. Donc voilà, quelqu'un qui fait 60 kg, elle a perdu 1 ou 2 kg. On se dit, c'est pas grand-chose, 1 ou 2 kg. Mais en fait, quand on a une maladie, quand déjà on a moins faim, qu'il y a de l'inflammation, cette perte d'1 ou 2 kg doit déjà nous alerter. Donc voilà. Et donc, pour en revenir, c'est qu'on a aussi plein de réalités différentes.
Donc, qu'on classe en fonction de l'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre le poids et la taille. Mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ce qui est important, c'est la composition du corps. C'est la quantité de masse grasse et ce qu'on appelle la masse maigre, globalement, c'est le muscle. Et qu'en fait, finalement, on a des personnes qui peuvent avoir le même poids et la même taille, donc le même indice de masse corporelle, et puis en fonction, ils ont une composition du corps qui est très différente. Voilà, des personnes, des bodybuilders qui vont avoir pas mal de muscles, ou des personnes qui vont être plutôt avec une situation d'obésité sarcopénique, c'est-à-dire de perte de muscle tout en ayant une augmentation de la masse grasse. Et par exemple, l'indice de masse corporelle, Teddy Riner, il a un IMC qui est nettement au-dessus de la norme. Est-ce qu'il est malade? Je ne pense pas. Et heureusement pour lui qu'il est plutôt... en fait, on pourrait le classer dans la situation d'obésité si on se considérait que son poids et sa taille. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'intéresse de plus en plus à la composition corporelle. Voilà. Et donc là, c'est un peu le spectre, l'évolution. Donc à gauche, vous avez 1990, à droite en 2022, en haut chez les femmes, en bas chez les hommes, c'est la répartition des maladies nutritionnelles à l'échelle du monde, où on voit donc en bleu, c'est plutôt des problématiques de dénutrition, donc d'apports qui sont clairement insuffisants. Ça reste les pays d'Afrique, les pays d'Asie du Sud-Est notamment. Et puis en rouge et orange, c'est plutôt les problématiques de surpoids et d'obésité qui sont prédominantes dans les pays. Et puis on voit que l'Europe, l'Amérique est quand même plus touchée que l'Europe, mais l'Europe, on commence à être pas mal touché. Et que finalement, de plus en plus, on a les problématiques de surpoids et d'obésité dans nos pays. Donc voilà pour un peu le spectre des maladies nutritionnelles. Donc alors maintenant, pourquoi on va combiner à la fois l'activité physique et la nutrition? Alors pourquoi là, c'était un petit exemple que j'aime bien faire sur l'histoire des régimes. Où quand on fait des régimes, c'est vrai qu'on se dit on va moins manger et ça va permettre de perdre du poids. Oui, on va perdre du poids. Par exemple, quand on perd 10 kg, on perd à peu près 8 kg de masse grasse, c'est plutôt pas mal, mais on va perdre aussi 2 kg de muscle. Et quand on reprend du poids, on va reprendre surtout de la masse grasse et un tout petit peu de muscle. Et ainsi de suite, plus on va faire des régimes, on se retrouve avec une personne qui perd 20 kg, qui reprend 20 kg, qui en reperd 20, qui en reprend 20. Petit à petit, sa masse grasse va augmenter et sa masse maigre, sa masse musculaire va avoir diminué. Donc c'est pour ça que dès lors qu'on veut faire un régime, on veut modifier son alimentation, il faut aussi modifier son activité physique et pouvoir faire du sport. Après, c'est la question, est-ce qu'il faut faire des régimes restrictifs? Je ne pense pas. Je pense que on est un peu passé au-delà de ça, de dire on est en situation d'obésité, il faut manger moins. On voit que ça ne marche pas très bien et que les gens ont tendance à reprendre du poids. Et donc c'est pour ça qu'on va plutôt revoir un peu la qualité de l'alimentation et la qualité de l'activité physique. Et puis là, on est sur des niveaux de dépenses énergétiques, donc c'est-à-dire que c'est la dépense d'énergie qu'on a de base pour faire tous les jours, pour faire vivre notre organisme, c'est-à-dire pour la respiration, pour la digestion, pour la vie de base. Globalement, on a une dépense d'énergie, alors c'est marqué normal, c'est une traduction anglaise, c'est pour les sujets qui n'ont pas de maladie. On a une dépense d'énergie qui est assez prédictible. On peut, en fonction du poids, de la taille, de l'âge, du sexe, on peut dire la dépense d'énergie, elle va être de temps. Chez les personnes qui ont un cancer, en fait, on a tout. On a tous les niveaux de dépense d'énergie. Il y en a qui vont avoir une augmentation de la dépense d'énergie, ce qu'on appelle l'hypercatabolisme, et d'autres qui vont avoir une diminution de la dépense d'énergie. Et, voilà. Et ça, on ne sait pas le prédire. Donc c'est pour ça qu'on utilise de plus en plus d'appareils pour étudier la dépense d'énergie. Mais voilà, donc déjà, en fait, on se dit on a un niveau de dépense d'énergie qui va être différent quand on a une maladie et d'une personne à l'autre qui va être très différente. Donc comment on va évaluer tout cela? Déjà, tout simple, en fait, c'est la notion de sarcopénie, de fonte musculaire. C'est 5 questions très simples. Moi, que je pose souvent en consultation, mais qu'on pourrait faire des autotests, c'est est-ce qu'on a des difficultés? Alors, c'est traduit de l'anglais, donc c'était en pound, et donc là, on se retrouve en kilos, à porter 4,5 kilos. Globalement, je dis, est-ce que vous avez des difficultés à porter des courses? Voilà. Est-ce qu'on a des difficultés à traverser une pièce, à se lever d'une chaise, à monter une dizaine de marches? Et combien de fois on a chuté? Et on gratte, 0, il n'y a pas de difficulté, 1, un peu, 2, beaucoup, et à partir de 4, il y a un risque de fonte musculaire. Donc voilà, donc c'est un petit autotest que tout le monde peut faire.
Et puis en fonction de ça, après, on va faire des analyses. Alors en haut, j'ai mis la fameuse poignée qui permet d'évaluer la force musculaire. J'ai vu qu'il y en a une sur le stand là-bas, vous pouvez regarder. Donc vous vous installez correctement, vous serrez très très fort une poignée et ça va définir un peu le niveau de force musculaire. Donc c'est un peu la qualité du muscle. On peut également faire tous les tests de marche. Hein. Là, c'est des professionnels de santé qui chronomètrent la personne, quelle distance elle fait sur un certain temps. Et puis après, les 3 autres images, c'est des images pour évaluer la quantité de muscle. Donc il y a ces histoires des électrodes, c'est ce qu'on appelle l'impédancemétrie. Donc c'est en fait, on envoie un courant électrique dans le corps. Alors on ne ressent rien, hein, c'est un courant électrique très très faible, donc on ne sent rien. C'est comme un électrocardiogramme. Et en fonction de ça, ça va analyser pour dire, voilà, la composition du corps, c'est ça. Il y a tant de muscles, tant de masse osseuse, tant de masse d'eau, tant de graisse et autres. Et puis voilà. Et puis après, j'ai mis une image d'un scanner où globalement, en fait, on va dessiner de différentes couleurs. En rouge, c'est le muscle. En bleu, c'est la graisse sous-cutanée, des choses comme ça. Et après, le logiciel va nous calculer la quantité de muscle. Donc voilà pour le muscle. Et puis après, pour l'alimentation, déjà, on va peser la personne. Hein, c'est tout simple. Il ne faut pas avoir peur de se peser et de regarder le poids. Et puis, une échelle très simple, c'est on va évaluer combien elle mange. Alors, soit on demande à une diététicienne de calculer le nombre de calories, de protéines. C'est assez fastidieux. Soit, je pense qu'on connaît de plus en plus l'échelle de la douleur sur une échelle de 0 à 10, combien on a mal. On peut faire la même chose. Sur une échelle de 0 à 10, combien on mange actuellement. Entre 10, je mange comme d'habitude, ou 0, je ne mange rien du tout. Et puis, en fonction de ça, on va avoir cette échelle. Et puis après, on va donner des conseils sur l'alimentation. Là, par exemple, je vous ai montré, c'est l'exemple, c'est un flyer que l'équipe de diététique de l'ICO a fait, où ça recense les sources de protéines avec des petits smileys et de dire un smiley, c'est 5 grammes de protéines. Donc après, avec la personne, on lui fixe un objectif de smiley par jour. Et puis on voit avec elle qu'est-ce qu'elle peut manger pour avoir des protéines. Donc globalement, les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs. C'est là où il y en a le plus. Produits laitiers, les desserts. Et puis après, dans les légumineuses, tout ce qui est pois cassés, pois chiches, haricots secs, c'est des sources de protéines. Globalement, c'est ça. Mais c'est important de prendre ce temps-là avec la personne parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. Et il y a des personnes, manger des œufs au petit déjeuner, ce n'est pas un problème. Pour d'autres, c'est impossible. Donc en fait, ce n'est pas juste de dire, vous devez manger 100 grammes de protéines, vous atteignez ces 20 smileys. Oui, ok, on peut très bien le dire, mais en pratique, comment on fait ? C'est prendre le temps avec la personne, qu'est-ce que vous aimez manger ? Sur quoi on pourrait aller ? Donc voilà comment on fait en pratique. Et alors pourquoi on le fait ? Donc sur le rôle de l'activité physique. Alors après, Amélie va revenir dessus sur le mécanisme. Mais déjà, alors c'est toujours la question quand on parle de prévention. C'est toujours compliqué à dire. C'est que globalement, on estime qu'il y a 40% des cas de cancer qui sont liés à l'environnement. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même 60% des cas de cancer qui ne sont pas liés à l'environnement. Donc si on a un cancer, c'est pas parce qu'on a mal fait les choses. Ça, c'est important, il ne faut pas se culpabiliser. Voilà. On peut réduire son risque de cancer, mais malheureusement, il y a des personnes qui feront tous les efforts et qui auront quand même un cancer. Ce n'est pas de leur faute. Voilà. Donc déjà, je tiens à préciser ça parce que, en plus, c'est compliqué de suivre les recommandations. Je pense que on les entend tous, 5 fruits et légumes par jour, machin, pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. On est bombardé de ça. En pratique, aller de temps en temps, on va au restaurant, c'est pas très grave, quoi. Et si ce jour-là, il y a un petit peu moins de fruits, qu'il y a une viennoiserie, qu'il y a un gâteau, c'est pas très grave. Et il faut aussi se déculpabiliser vis-à-vis de ces facteurs de risque. On ne pourra pas réduire à zéro. Donc là, c'est les principaux facteurs de risque. Bon, le tabac, c'est quand même le principal facteur de risque de cancer. Mais là, on voit que l'alimentation, le surpoids, l'obésité, c'est 5% des cas de cancer. Voilà. Il y a 95% des cas de cancer qui sont liés à autre chose, ça veut dire aussi. Voilà, je tiens à le répéter de nouveau. Et donc, alors, il y a quelques facteurs qui augmentent le risque de cancer, notamment, alors, si on se focalise, aujourd'hui, on parle de cancer du sein, on en a 2 qui augmentent le risque de cancer du sein, c'est les boissons alcoolisées, le surpoids et l'obésité. Voilà. Après, il y en a d'autres pour d'autres types de cancers. Et puis, il y a des facteurs qui réduisent le risque de cancer, notamment dans le cancer du sein. L'activité physique permet de réduire le risque d'avoir un cancer du sein. Et également, tout ce qui est l'allaitement. Donc après, c'est dans quelles conditions on arrive à allaiter quand on reprend le travail
2 mois et demi après l'accouchement, c'est peut-être un peu tôt. Et voilà, c'est une réelle question. Pour promouvoir l'allaitement, il faut aussi que la société donne les moyens de promouvoir l'allaitement. Alors, je tiens juste à préciser, ces aliments ne peuvent pas être considérés comme anti-cancer. Ça réduit le risque, mais ce n'est pas parce qu'on va manger ces aliments qu'on prévient un cancer. On diminue son risque et c'est toujours bien de le faire. Mais le cancer, c'est quelque chose qui est lié à plein de facteurs différents. Et donc, en fait, il ne faut pas voir juste, pourtant j'ai mangé plein de fruits et légumes et j'ai quand même un cancer du côlon. Oui, on peut en avoir un malgré cela. Donc, il ne faut vraiment pas dire le terme anti-cancer pour des aliments. C'est des facteurs qui réduisent. Donc après, savoir comment on peut modifier son alimentation pour tendre vers ces recommandations. Voilà. Et là, c'est une étude allemande que j'aime beaucoup. Ils ont regardé un peu le nombre de cas de cancer à venir dans les années qui viennent, globalement les 30 ans qui viennent, en fonction de la réduction des facteurs de risque. Donc en bleu, c'est si on arrive à faire réduire de 1 point l'indice de masse corporelle de la population générale, en jaune de 2 points, en 3 si on arrive à lutter contre l'obésité, et puis en vert, c'est si on suivait toutes les recommandations. Bon, voilà. On voit que plus on est exigeant, plus on arrive à réduire le risque de cancer. Et puis là, c'est sur le niveau d'activité physique. Donc, globalement, plus on augmente le niveau d'activité physique, où en rouge, c'est un niveau d'activité, 90 minutes d'activité modérée par semaine, et ainsi de suite. Plus on fait de l'activité physique, plus on préviendra des cancers. Mais on voit que finalement, c'est 4000, si on suivait les recommandations, c'est 4004 cancers qui seraient évités par an. On est à plus de 12 000 cas de cancer par an, je crois. Je ne sais plus les chiffres. Beaucoup plus. 12 000, c'est le cancer. Oui, non, pardon, 60 000 cas de cancer du sein par an en France. Oui. Voilà, c'est ça. C'est ça ce que vous avez dit. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose. C'est toujours ça de prix, mais voilà, c'est pas non plus. Finalement, c'est d'agir sur les différents facteurs de risque qui permettra d'en éviter. Donc, voilà. Et notamment, la sédentarité a démontré que que ça augmentait le risque de cancer du côlon, de l'endomètre et de cancer du sein. Voilà. Pendant la maladie, ça c'était vraiment pour éviter, en prévention primaire, pendant la maladie, l'activité physique a un rôle, Fabienne, vous en avez parlé, c'est que il y a de la fatigue. Et en fait, paradoxalement, notamment dans le cancer du sein, c'est là qu'on a le plus d'études, on voit que l'activité physique, paradoxalement, permet de lutter contre la fatigue. Mais c'est important que ça soit une activité physique qui soit adaptée. Et c'est vrai que ce terme adapté, on insiste beaucoup dessus. Ça améliore tous les symptômes, ça améliore la qualité de vie, ça améliore les sensations de la forme, on tolère mieux les traitements, on se sent moins dépressif. Mais attention non plus à faire une activité physique qui soit adaptée et modérée et ne pas tomber dans l'addiction au sport, ce qu'on appelle la bigorexie. L'objectif, c'est pas d'aller faire un marathon, d'aller monter le Mont Ventoux en vélo. C'est déjà, aller faire ses courses en vélo régulièrement, c'est déjà ça de prix pour se sentir en meilleure forme. Et puis, après la maladie, l'activité physique a également sa place. Alors ça, c'est une étude que j'aime beaucoup. C'est une étude qui a été faite chez des personnes qui avaient un mélanome, des mélanomes, donc des cancers de la peau qui étaient de toute petite taille. Où le traitement, c'est juste, on enlève le mélanome. Alors, on fait une chirurgie un peu autour du mélanome, mais il n'y a pas d'autres traitements complémentaires. Et dans cette étude, ils ont regardé un peu le niveau d'activité physique des personnes au diagnostic du mélanome. Donc, il y avait 80 personnes. Il y en avait 43 qui faisaient une activité physique assez intense, 32 une activité physique plutôt modérée et aucun qui était inactif. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, ils ont regardé 2 à 3 mois après la chirurgie. Alors, oui, il y a des petites précautions suivant là où on a opéré, on va plus ou moins mobiliser le membre. Mais pour autant, on voit qu'il y en a 27 qui sont devenus totalement inactifs. Voilà, sur une chirurgie qui est finalement de petite taille, qui n'est pas la chirurgie la plus compliquée qui soit quand on a un cancer et quand on n'a pas d'autres traitements. Et 1 an après la chirurgie, il y en a encore 12 qui restent inactifs. Et quand on leur demande pourquoi ils restent inactifs, alors il y en a 3 qui disent j'ai pas envie de m'exposer au soleil. Ça, c'est tout à fait entendable quand on a eu un mélanome qui est quand même où on dit protection du soleil. Mais il y en a 5 qui ont dit parce qu'en fait, je n'ai personne avec qui en faire. Et ce que j'ai trouvé
assez intéressante dans cette étude, c'est que l'étude se termine, la publication se termine, les auteurs ils disent conseil à un chirurgien qui opère un patient du mélanome, vous opérez quelqu'un d'un mélanome, trouvez-lui des personnes pour faire de l'activité physique. Voilà, faisons ça avec du monde. Et c'est là qu'on voit toute la place des associations qui vont permettre de mettre en contact et d'organiser des choses. Donc voilà. Et puis là, c'est un rapport de l'INCa qui montre un peu que selon les types de cancers, voilà, tout ce qui est le spectre des maladies nutritionnelles, la dénutrition peut être délétère, mais également parfois les problématiques de surpoids peuvent être délétères selon certains cancers. Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que nos recommandations nutritionnelles chez des personnes qui ont un cancer du sein, si elles sont en situation de surpoids, c'est d'aller vers des conseils personnalisés pour éviter toute prise de poids supplémentaire et suivre un programme avec un régime alimentaire, privilégier des aliments à faible densité énergétique, donc tout ce qui est fruits, légumes, céréales complètes, éviter les aliments gras, sucrés, augmenter l'activité physique pour accompagner la personne. Donc voilà. Et puis ça, c'est les recommandations européennes, donc c'est pour ça que c'est écrit en anglais. Donc c'est globalement ce qui est recommandé dans l'après-cancer, c'est d'aller dans un programme d'activité physique régulier et de limiter les prises de poids excessives. Donc voilà. Et pourquoi on limite cette prise de poids? Donc ça, c'est une étude française à l'ICO. On y a participé. Beaucoup d'établissements de la région y ont participé. Donc ça inclut des femmes qui avaient un cancer du sein localisé. Déjà, il y en avait un tiers qui était en situation de surpoids ou d'obésité au diagnostic. Et en fait, à 2 ans, il y en avait encore une femme sur 5 qui n'avait pas repris le travail. Et en fait, dans les causes, on voit que une des principales causes de ne pas avoir repris le travail, c'est les problématiques de surpoids ou d'obésité. Donc, on sait que c'est une maladie c'est une maladie, le surpoids ou l'obésité, qui engendre un handicap qui a des conséquences sociales qui pénalisent le retour au travail. Donc, et quand on parle de retour au travail, c'est aussi la réinsertion finalement dans sa vie. Alors voilà, vie normale, je suis d'accord avec vous, Fabienne, c'est un terme que je n'aime pas. C'est plutôt dans la vie la plus proche de celle qu'elle était avant la maladie. Et que finalement, si on arrive à ce que ces personnes-là, les accompagner sur une perte de poids, elles ont plus de chances de reprendre le travail. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Alors, fixons des objectifs qui soient aussi réalistes. L'objectif, c'est pas de faire perdre 20 kilos aux personnes, mais déjà perdre 1 ou 2 kilos, de se sentir en meilleure forme, de s'accepter aussi dans son poids. Ça va aussi permettre aux personnes d'aller mieux et de reprendre leur vie. Donc voilà. Merci Damien. On va avoir l'occasion d'échanger tout à l'heure. Moi, j'avais juste une question qui m'est venue. Est-ce qu'on peut dire que le cancer fait vieillir le corps plus vite? Une très bonne question. Peut-être que Pierre-François... Non, peut-être plutôt Pierre-François. Alors nous, oui, d'un point de vue biologique, en fait, si on regarde, vous savez, l'ADN, ce qui forme nos chromosomes, je vous représenterai tout ça tout à l'heure. En fait, lorsque l'on a un cancer, on constate un vieillissement accru de l'ADN, ce qui peut peut-être être une bonne chose, puisque si ça vieillit trop vite, les cellules peuvent mourir. Donc c'est pour ça que, par exemple, actuellement, j'ai des cellules tumorales, mais qui, par ce qu'on appelle la sénescence, par ce vieillissement hyper accéléré de mon ADN, ces cellules tumorales vont mourir toutes seules, par elles-mêmes. Donc, ce qui fait que comme j'en ai qu'une seule dans l'organisme, je ne vais pas avoir aucun symptôme, voilà. Mais donc, justement, quand ce vieillissement, quand il n'est pas poussé à l'extrême, justement, les cellules vieillissent plus vite, puisque l'ADN vieillit plus. Et là, justement, ces cellules-là peuvent être réellement les cellules qui, petit à petit, en se multipliant, vont, dans plusieurs années, former une cellule tumorale. Donc ça, c'est une explication biologique. Merci.